Salut les Maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous les Maniacs. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, vos pouces et tout ce que vous voulez sur YouTube, mais également sur ma page Facebook avec le pseudo Bruno Iron Alford. Et tous ces messages, ça m'incite à continuer, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo aujourd'hui. Et on part vers une année importante de la décennie 80. Je veux bien sûr parler des années de l'année 1986. Alors 1986, j'ai choisi 10 albums. En toute fin de vidéo, il y aura les albums qui méritent, comme on pourrait dire, une mention honorable. Ce sont des bons disques, mais c'est pas mes favoris. J'en oublierai très certainement encore et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ah bah tiens Bruno, t'as oublié tel album, je te le recommande. Moi ça me permet de faire des découvertes et voilà, c'est donnant. Alors bien sûr il y a des classiques que je n'ai même plus besoin de présenter, et notamment pour commencer bien sûr l'album numéro 1 de cette année. C'est le trash de Slayer, 28 minutes et 28 minutes que ce Raining Blood, de Angel of Death à Raining Blood. C'est un sans faute, bien sûr, premier album produit par le pape du hip-hop Rick Rubin pour son label Def Jam, qui deviendra plus tard Def American et encore plus tard American. Et donc cet album, je me rappelle d'une anecdote que j'avais pu lire dans Hard Rock Magazine. Vite fait, hop, la photo de Popringe le 26 mai 85, suite à la première prestation européenne du groupe. Et donc Scott Ian, dans un Hard Rock, il expliquait qu'on avait l'impression que les 4 membres de Slayer étaient entrés en studio et avaient enregistré l'album d'une traite en live. Et qu'ils étaient donc restés 28 minutes en studio, le temps d'enregistrer ce disque, et qu'ils étaient repartis à leurs affaires. Je trouve l'anecdote amusante, donc c'est pour ça que je me permettais de vous la proposer. Et donc bien sûr, c'est le numéro 1 pour beaucoup, mais il y a d'autres bons disques qui sont sortis cette année-là. On continue, Motorhead, qui propose enfin son premier album à 4 avec Wurzel, Phil Campbell, Pete Gill, l'ex Gary Glitter, l'ex-saxon, qui ne fera pas long feu, puisqu'après cet album, il partira en tournée et sera brutalement remplacé en pleine tournée européenne par le revenant Filthy Animal Taylor. Et il me semble que une de ses dernières apparitions publiques, c'était au journal de 13h, présenté par Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry, où on les voit interpréter en playback le titre Built for Speed. Et donc cet album, produit par Bill Laswell sur le label JWR. Et donc bien sûr, il y a des morceaux mid-tempo. Là on entend le titre Nothing Up My Sleeve. Après il y a des morceaux rapides comme Claw, Mean Machine. Et il y a un super morceau que j'adore, c'est Dr. Rock, et bien sûr le morceau repris par Sepultura, Orgasmatron, sans faute également pour ce Orgasmatron de Motorhead, avec bien sûr la superbe pochette de Petagno, une de ses plus belles pochettes je pense pour tous les groupes qu'il a pu faire. Deuxième album pour Metal Church, The Dark, produit par Mark Dodson, qui allait plus tard produire le State of Euphoria d'Anthrax. Ugly Kid Joe, je crois qu'il a fricoté également avec Rob Halford, Mark Dodson. L'album de Prong de 1990, c'est également lui, l'album Beg to Differ. Et donc là, malgré la batterie électronique, ça sonne super bien. Et c'est un super album de heavy, on peut plus dire heavy trash. Ça reste heavy, bien hargneux, mais avec de superbes mélodies. En témoigne le morceau Watch the Children Pray, qui est leur tout premier clip. Et c'est une power ballade, comme a pu le proposer Testament dans les années 90. Et donc cet album, c'est l'album de Town of Bricks, l'hymne Start the Fire, le superbe Method to Your Madness, avec un superbe refrain interprété par le regretté David Wayne. Metal Church, The Dark. Alors ça, j'adore ça.
Beau Hill qui produit le troisième album de Rat, Dancing Undercover, avec bien sûr le morceau Body Talk qui était présent sur une BO de film avec Eddie Murphy. Et je viens à votre aide, les Maniacs. Dites-moi simplement le nom du film, Le Prince du Tibet, il me semble. Mais bon, j'attends vos commentaires. Donc, troisième album, Dancing Undercover, c'est leur dernier grand disque à Rat. Et bien sûr, c'est l'album de Body Talk, mais c'est un sans faute encore une fois. Dance, One Good Lover, Drive Me Crazy, Take a Chance, Enough is Enough, Looking for Love, magnifique. Quand Stephen Percy, le chanteur de Rat, se met à chanter l'amour, il est fort, il est très fort. Bien sûr, 1986, je ne vais pas zapper. Master of Puppets de Metallica, le dernier album avec le regretté Cliff Burton, et ça c'est un des événements de cette année 86 avec le décès de Phil Lynott en tout début d'année. C'est bien sûr l'accident de la route qui a causé le décès de Cliff Burton en septembre 86 durant leur tournée européenne avec Anthrax. Donc chant du cygne pour ce bon Cliff, et Master of Puppets, je dirais que c'est pas mon album préféré. J'aurais tendance à citer Kill 'Em All, mais bien sûr c'est mon premier Metallica, donc j'ai une certaine affection pour cet album. Je me l'étais procuré à la FNAC en 1986, imaginez, du haut de mes 12 ans, mon parrain m'emmène à la FNAC, c'est pour moi la caverne d'Ali Baba, c'est la première fois que je vais à la FNAC en connaissance de cause, et je savais que je devais repartir avec ce disque en fait, voilà, le Master of Puppets. Donc ça a été ma découverte réelle de Metallica. Et bon, même si j'étais loin d'être déçu, je me suis pris quand même une plus grosse baffe quelques semaines après avec Kill 'Em All. Et bien voilà, Megadeth, voilà, ça c'est l'album de Megadeth. Pieces, Blues Buying, ça c'est mon album de thrash. Une belle année, hein, bien sûr, que cette année 86 pour le thrash. Megadeth, c'est son deuxième album, Peace Sells, Blues Buying, Dave Mustaine et bien sûr à la guitare et au chant, avec l'inamovible Dave Ellefson à la basse à l'époque, Gar Samuelson qui nous a quittés en 1999 est à la batterie, et Chris Poland à la lead guitare, et bien sûr 8 titres, dont une reprise de I Ain't Superstitious, quelque peu dispensable, le reste c'est vraiment indispensable, oui. Wake Up Dead, The Conjuring, le hit Peace Sells, un des tout premiers classiques du trash, un des tout premiers clips aussi, il me semble qu'auparavant, oui, il y avait eu un antécédent, c'était Madhouse, le tout premier clip de trash, celui-là c'est le deuxième, et donc Peace Sells, le génial Devil's Island, et le mésestimé, quelque peu oublié, Bad Omen. Alors celui-là, je l'ai redécouvert plus tard en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un titre mésestimé. Quand j'écoutais l'album, j'avais pas tendance à le zapper, mais presque. Et finalement, je l'ai redécouvert il y a quelques années. Et bon ben, je pense que ça le fait à beaucoup d'entre nous. Ça devient notre morceau favori. Megadeth. Oh yeah, le remplaçant de Cliff Burton au sein de Flotsam and Jetsam, le premier album Doomsday for the Deceiver, l'album de Iron Tears, Desecrator et de Hammerhead, bien sûr, qui ouvre ce disque Hammerhead, et on entend les cris suraigus d'Eric Eke aux vocals, et bien sûr donc Jason Newsted, et oui, un Jason Newsted débutant. Et quelques mois après, il allait remplacer Cliff Burton au sein de Metallica, mais là, bon il a la tête ailleurs, et comme c'est lui qui compose la plupart des titres, ce ne sont quasiment que des classiques. Donc, produit bien sûr par le producteur maison de Metal Blade, Bill Metoyer. C'est une de ses plus grandes réussites d'un point de vue son. Le son est percutant, et puis c'est du bon speed trash comme on l'aime. Allez, là c'est le trash le plus pur, le violent. Archangel, le deuxième album, Darkness Descends, produit par Randy Burns, qui a également produit le Peace Sells de Megadeth. Et c'est le dernier album avec le chanteur Don Doty. Il allait être remplacé pour Live Scars par Ron Reinhardt. Et là, sur cet album, eh bien, c'est un chant de trash bien haineux, avec bien sûr Eric Meyer, les guitares, Jim Durkin, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois, Gino Glan, la pieuvre Gino Glan, qui a bien sûr joué avec tout le monde, de Forbidden Testament, Strapping Young Lad,
J'en oublie, peut-être, ouais, Death, évidemment, Death. Gino Glan, donc, sur cet album, et Mike Gonzalez est à la basse. 7 titres, et les gros fainéants nous proposent une relecture de Merciless Death, qui était déjà sur We Have Arrived, et donc, bien sûr, Darkness Descends, Burning of Sodom, Hunger of the Undead, Perish in Flames, Black Prophecies. C'est un must-have pour les fans de trash metal. Si je vais trop vite, faut me le dire. J'ai pas encore terminé. ADX, bien sûr, je ne peux pas oublier mon groupe français fétiche de ces années-là, et qui le reste d'ailleurs toujours. ADX, je continue à suivre leur carrière. On m'a posé comme question, oui je pense, est-ce que tu achètes tous les albums des groupes? Non, bien sûr que non, il y a des groupes que j'ai totalement décroché parce que musicalement ça ne m'intéresse plus. ADX, je les soutiens, je continue à les suivre, et deuxième album en 1986 bien sûr. Là aussi 7 titres pour La Terreur, avec un instrumental, Alésia, et des titres rapides comme Les Enfants de l'Ombre, Mémoire de l'Éternel, mais également des morceaux un peu plus lourds comme Marquis du Mal et La Terreur, qui était un morceau mid-tempo. Donc ça reste bien sûr du heavy speed. C'est le premier album produit par Laurent Thibault pour son label Signé. Il avait également signé Killers, Dum Dum Bullet, Titan, les ex-Killers, ou il y a encore un groupe, Steel Angel. Oui, il y en a même un 5e, c'est High Power. Donc voilà, La Terreur, ce deuxième album, produit par Laurent Thibault. Et c'est un bon album de heavy speed à la française, même si je préfère quand même Exécution, ne m'en voulez pas les membres d'ADX. Alors un album décrié, et c'est forcément, oui, je le comprends tout à fait, mais là, encore une fois, c'est un album qui me représente tel que j'étais à l'époque, du haut de mes 12 ans. J'écoutais Raven, The Pack is Back. Bon, je vois que j'étais un peu déçu parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais bon, les chroniques étaient bonnes, quoi. George Amann disait que cet album, c'était du pur Raven, alors que bon, il a quand même oublié le côté bien commercial de ce disque. Il aurait dû la rappeler. Ça m'aurait peut-être évité de l'acheter à sa sortie. Mais bon, j'étais content de l'avoir, forcément. Et cet album, maintenant, il compte énormément pour moi. Et j'aime bien même le titre, la reprise de Death Street 5. Non, je dis des bêtises. Bon, la reprise du standard Give Some Lovin', qu'on entend également dans les Blues Brothers. Mais bon, il y a des bons morceaux, c'est sympa, mais il y a des cuivres, et les cuivres sur, par exemple, Hyperactive, c'est pas nécessaire. Bon, c'est produit par Eddie Kramer, il a fait quand même mieux après. Mais bon, quand je l'écoute, c'est avec une certaine nostalgie. Donc ce Raven, quand même, c'est mon premier. Voilà, mention honorable des disques qui auraient pu être dans la liste. Notamment le Wasp avec Inside the Electric Circus, troisième album pour la bande de Blackie Lawless. Énième album pour Saxon, Rock the Nations. Ça me dit quelque chose ce titre. Produit par Gary Lyons, le producteur de la compile Tout aux couleurs de Hard Rock Mag en 1989, Hard Rock Rendez-vous. Et avec en special guest, eh bien oui, il y a Elton John qui fait du piano sur un titre. La compile posthume de Rainbow, puisqu'à l'époque Richie Blackmore était de retour dans Deep Purple. Final Vinyl, donc double album avec un inédit de l'époque, Graham Bonnet. Le dernier album de Accept avec Udo, jusqu'au retour en 1993 avec Objection Overruled, le titre Accept après cet album en 1987 pour former le groupe Yu-Gi-Oh! En attendant cet album, Russian Roulette, c'est peut-être le moins bon de la grande époque entre Breaker et jusque cet album. Bon voilà, c'est le dernier disque et ça s'entend. Udo a peut-être déjà la tête ailleurs. Bon, il y a quand même des bons titres. Stand Tight, par exemple, qui clôt cet album. Ce disque-là, je l'adore. On a l'impression d'écouter la BO de Top Gun, tellement le son est kitsch. Mais
excusez-moi. J'adore la voix de Graham Bonnet, et quand il chante, eh bien, tout simplement, c'est Graham Bonnet, donc je ne peux qu'adhérer. Excusez-moi. Dio qui présente son nouveau gratteux Greg Coldy qui remplace Vivian Campbell avec un titre inédit, Time to Burn. Le reste c'est du live avec les fameux medley qui sont chers à Ronnie James Dio. Et là cette fois-ci c'est un medley avec de Rock'n'Roll Children avec des mélanges de Long Live Rock'n'Roll et Man on the Silver Mountain, rescapé de sa période Rainbow. Et enfin, Vulcain en 86 pour terminer cette année, c'est le dernier disque pour aujourd'hui. L'album Big Brothers avec la reprise de Dutronc, On nous cache tout, on nous dit rien. Suite à cet album, le groupe va faire une super première partie d'Iron Maiden au POPB de Paris-Bercy, puisqu'à l'époque on l'appelait Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'était en novembre 86 pour la tournée Submarine Time, donc c'était l'apogée commerciale d'Iron Maiden en France. Le POPB était plein et donc Vulcain s'est vu l'honneur d'ouvrir ce concert avec Wasp. Et ensuite ils ont fait le Big Brother Tour, qui est une des plus grosses tournées jamais entreprises par un groupe français en France, avec quelques incursions notamment en Suisse et en Italie. Et malheureusement, ça a failli avoir leur peau parce que ça n'a pas très bien marché. Mais néanmoins, voilà, pour cette année 86, j'espère ne pas avoir été trop long, les Maniacs. En tout cas, moi, je me suis éclaté. J'espère que ça s'entend et je vous souhaite bon visionnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, positifs ou négatifs. Je tiens à faire mon mea culpa. Scarline, excusez-moi, ne sont pas de Bordeaux, mais d'Avignon. Et ils ne font certainement pas du métal à la Toul, mais du métal tout court. Excusez-moi. Bon après-midi à vous, bon visionnage encore. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les Maniacs!